Salut Priscilla, comment tu vas? Salut Tom, super, et toi? Ouais, ça va, je suis content. Moi Pour aussi. la petite anecdote, on a loupé le premier épisode, donc c'est la deuxième tentative, On en l'a pas loupé, espérant il que était canon, mais la technique était contre nous. ça, le destin a décidé autrement, mais on persévère, on est là aujourd'hui et du coup, Et on remet ça. hâte de partager ton histoire aux autres parce qu'elle est très intéressante. Merci. L'idée du podcast, comme tu le sais, c'est de parcourir un petit peu toute ton histoire, donc de ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, j'aimerais bien que tu te présentes en une phrase. Ok, Ça commence fort. ça commence fort. Je me rappelle pas comment je m'étais présentée au mois de juin, mais c'est pas grave, je vais refaire. En une phrase, c'est trop dur. Je suis une femme un peu délurée, maman de 3 enfants et ancienne prof, et aujourd'hui spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneuses qui veulent impacter plus fort, qui veulent se libérer du format one-one pour aller chercher des espaces plus grands et impacter plus grand. Cool, trop bien. On va voir justement que c'était pas ton métier initial, et donc l'idée, voilà, ça va être de retracer toute ton histoire. Et du coup, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ton cadre familial. Donc savoir si tu avais des frères et des sœurs, est-ce qu'ils étaient entrepreneurs ou pas. Tu vois, l'idée qu'on repose le contexte Ok, on va poser le contexte. avec tes limites. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète pas. Bah du coup, elles ont un petit peu évolué depuis le mois de juin, donc c'est très bien, mes Ok, limites. Alors, donc c'est maintenant qu'on sort les dossiers, parce que c'est dans l'enfance que les plus gros dossiers étaient là. Non, j'ai pas du tout eu une enfance sympa. J'ai pas eu des parents entrepreneurs, donc j'avais une maman qui bossait de temps en temps. Voilà, elle avait des gros troubles psychologiques, psychotiques, j'en sais rien. Enfin bref, elle était surtout bipolaire et donc maltraitante. Un papa qui était salarié, qui laissait faire certaines choses. Bref, parce que ça devait bien l'arranger. En tout cas, non, j'ai pas passé une enfance sympa, mais je m'en suis relevée, je suis là. Donc voilà, donc j'ai pas grandi dans l'univers de l'entrepreneuriat et de toute façon, j'ai passé 20 ans de ma vie professionnelle à être, dans le salariat, donc ça vient pas de là mon amour de l'entrepreneuriat. Voilà, donc non, ouais, non, c'était une enfance bien pourrie et qui m'a fait développer enfin qui m'a fait chercher des portes de sortie. En tout cas, je pense que c'est là que j'explique ma passion pour l'apprentissage, ma passion pour pour l'école, pour, toutes ces choses-là, tout ce qui pouvait me faire m'évader. Je pense que je la tiens de là. Voilà. ok. J'ai une frangine, j'en ai 2 même, donc j'ai une sœur qui est à 2 ans et demi de moins que moi et j'ai une grande sœur, mais dont j'ai fait la connaissance que plus tard dans ma vie. C'est mon père qui avait eu une fille, donc elle est plus grande que moi, donc j'ai 2 sœurs. Trop bien. Petite, fratrie. Ça se dit fratrie pour les filles? Je sais pas. Oui, je pense, ouais. C'est le terme familial? OK. Ouais. Donc OK, on va pas forcément aller aborder, tout ça, Ouais. en tout cas sur le côté, personnel, mais est-ce que ça avait quand même un impact sur l'école, le parcours scolaire, ou tu arrivais quand même à, justement, comme tu as dit, t'échapper pour, essayer d'avoir une meilleure, passer de meilleures journées? Ouais. Non, ça a pas eu d'impact sur l'école. En tout cas, si on regarde la réussite scolaire, ça a pas eu d'impact. Moralement, j'étais brisée, mais en tout cas, ça a été, ma porte de sortie, en fait, vraiment l'école. L'école, l'apprentissage et puis j'ai compris plus tard, la fuite par le haut, en fait, vraiment d'être en permanence en train de réfléchir, en train de se stimuler intellectuellement, qui me permettait inconsciemment d'aller, anesthésier toutes les douleurs. Enfin voilà, donc c'était déjà une forme de dissociation. Mais en tout cas, celle-là, elle m'a servi. Mmh. Les autres aussi certainement, mais en tout cas, celle-là, elle m'a servi parce que ça m'a permis d'être vraiment brillante à l'école, quoi, et très investie et ne pas subir l'école, en tout cas. Mais en même temps, quand je dis ça, ne pas subir dans le sens où j'aimais ça. J'aimais apprendre, j'aimais ça, voilà, tout simplement. Tu et tu te mettais la pression, ou Ouais. tu arrivais quand même à prendre ça comme un jeu? Je pense qu'il y avait une partie de moi, c'est une très bonne question. Il y avait une partie de moi qui était dans la fuite, donc en fait, je me posais pas la question et j'avais l'impression que j'aimais ça. Une partie de moi, évidemment, qui se mettait la pression, parce que la bonne élève, ça c'est je suis encore en train de travailler dessus pour la décrouter, mais bien sûr, la bonne élève, la perfection et puis je sais pas pourquoi j'ai engrammé ça dans mon logiciel, mais la sensation, en tout cas la croyance que, c'est comme ça qu'on allait m'aimer. Si j'étais Mmh. parfaite à l'école. Mais donc je l'ai pas subi dans le sens où, par rapport à d'autres personnes qui peut-être ont vraiment détesté l'école ou quoi. Mais je l'ai quand même subi parce que, tu vois, là je t'ai dit j'étais brillante et
peut-être que spontanément, j'aurais pu te dire: «Non, en fait, c'était dur l'école. J'ai aimé, mais c'était dur. En fait, c'était très, très dur d'obtenir les résultats que j'avais». De l'extérieur, j'avais des résultats excellents, mais à l'époque, je pense que si tu m'avais questionnée, je t'aurais dit: «Ah non, je chie en fait, j'en chie, c'est dur. Je suis contente de ce que ça donne, mais c'est Ouais, dur». Et ça, j'ai compris ça beaucoup bien plus tard, qu'en fait, pour avoir les résultats que j'avais, je devais travailler vachement plus que d'autres personnes. Mais en fait, je m'en rendais pas compte. Je pensais que c'était normal de travailler autant sur une dissertation, sur un devoir, un truc. Et pendant les cours aussi. Pendant les cours, je voyais les autres capter vachement plus vite que moi. Et moi, il fallait que je mâchouille le truc à la maison et tout. Alors ça m'empêchait pas d'avoir les résultats, mais à un coût énorme. Et j'ai compris plus tard que, bah, que c'est plein de choses. Un fonctionnement cognitif, spécial, un des canaux d'apprentissage, des canaux préférentiels d'apprentissage, bah, différents des autres. Un des troubles de l'attention, alors ça je les ai compris vraiment il y a pas longtemps, le HPI et une pathologie, neurologique que j'ai, commencé à traiter qu'à partir de mes 21 ans. C'est que, je suis narcoleptique. Je crois que c'est peut-être bien une des rares fois où j'en parle, mais voilà, je suis narcoleptique, donc c'est mon cerveau qui se coupe. Alors je suis pas comme dans, certaines émissions où, là pendant qu'on parle, je vais m'endormir d'un coup, heureusement que non. J'ai un traitement, mais en tout cas, jusqu'à mes 21 ans, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer parce que, notamment à la fac, en fait, les révisions, c'était pas possible. Je devais m'organiser pour dormir. C'est vraiment une attaque de sommeil, absolument irrépressible. Enfin, ou alors il faut je vraiment vois. développer énormément de ressources pour lutter contre. Donc tout ça a fait qu'en fait, c'était très, très coûteux d'obtenir ces résultats-là. Voilà. Voilà un petit aperçu. OK, bah, déjà, félicitations à toi de et merci de partager, tout ça. Je Merci sais à que toi. c'est pas forcément évident et encore une fois, c'est ton espace donc tu es libre de partager tout ce que Ouais. tu as envie, si ça peut t'aider tout ça. Mais ça me plaît. Je pense que ça peut aussi aider des personnes parce que, à mon échelle, en tout cas, il y a des personnes qui on est nombreux à avoir des pathologies invisibles, que Ouais, ce soit les troubles de l'attention, que ce soit enfin, peu importe, troubles, peu importe comment on appelle ça, totalement invisibles et en fait, ça se fait souffrir, quoi. Je ne compare absolument pas les pathologies visibles, pas visibles, absolument pas. Chacun voit son truc, mais il n'empêche que quand ça se voit pas, ça donne toujours l'impression que c'est peut-être faux, que c'est peut-être exagéré. Pour moi, pendant 21 ans, on a considéré que j'étais la flemmarde de service, la fatiguée de service qui s'endormait aux fêtes de famille, qui et c'est terrible d'avoir cette étiquette-là. Et j'étais tellement heureuse, mais vraiment tellement heureuse qu'on ait trouvé une pathologie et qu'il y a un nom dessus et que ce soit pas de ma faute. Enfin, que je ne sois pas juste une grosse glandeuse et à partir du moment où j'ai eu ça, bah, ça moi, ça m'a fait vachement de bien. Bah, déjà le médoc m'a changé la vie. mmh, Mais tu vois, finalement, ça suffit pas. C'est pour ça que je pense à tous ceux qui ont une pathologie silencieuse ou une pathologie invisible. Ça a pas suffi parce que, tu vois, dans mon boulot, j'ai eu plusieurs fois des j'ai été confrontée à des personnes absolument pas intelligentes et voilà, j'ai un proviseur qui m'a dit: Mais madame Benchimol, mais on est tous fatigués après manger. Prenez un café», voilà. Et en fait, il avait pas une seule idée, enfin, il avait pas, il pouvait même pas imaginer à quel point, même avec les médocs, quand j'ai un accès de sommeil l'après-midi, c'est tellement coûteux, mais totalement invisible. C'est-à-dire que j'ai des douleurs pour lutter contre l'endormissement que personne ne peut imaginer et que je ne dis pas parce qu'en fait, en plus, j'ai appris à pas me plaindre et à fermer ma gueule donc voilà. forcément, Ouais, donc voilà, j'ai des enfin je sais que jusqu'à tard, peut-être pendant mes 10 premières années de prof, j'ai rien dit. J'ai fait ma vie et puis jusqu'à la dernière fois où j'ai corrigé je me souviens, j'étais en correction en jury de correction de bac, donc faut imaginer que tu es, 3-4 jours dans une salle à corriger des copies. Alors ça, c'est le pire pour moi, en fait. Si je suis debout, si je suis active, tout va bien, à peu près. Mais alors si je suis inactive, c'est terrible et donc là, il a fallu et j'étais sans médoc à ce moment-là parce que j'étais enceinte et par prudence, le médoc, je l'arrêtais à chacune de mes grossesses et là, j'ai été obligée de parce que personne n'allait croire et j'avais pas envie de raconter ma vie, j'étais obligée de prétexter une infection urinaire pour justifier que je sortais toutes les 20 minutes, sans mentir. Et c'est ce jour-là que je me suis dit: «Bon, bah, tu sais quoi? Là, stop, faut que ça s'arrête». Donc j'ai fait ce qu'il fallait, pour, être dispensée des corrections, aménagement d'horaire et tout, mais c'est dur parce que tu as honte, tu as pas envie que ça se sache et donc voilà. Donc je soutiens, de tout mon cœur toutes les personnes qui ont, ce genre de difficultés invisibles. trop bien. Bah, merci à toi en tout cas. Ça va être difficile du coup de rebondir par rapport à ça, mais heu, Oh, je peux te donc trouver d'autres dossiers, malgré t'inquiète. ouais, t'inquiète. Tu regardes quand même du coup si on repart sur la partie, scolaire, tu en gardes des très bons souvenirs, même si comme tu l'as dit, tu as dû, cravacher et du coup
entre parenthèses, ça reste quand même une belle victoire parce que tu aurais pu aussi ne rien faire et te laisser, perdre parce que, C'est vrai. c'est dur de d'être, consciencieux, d'avoir cette, régularité, de devoir faire plus que les autres. Déjà à cet âge-là, tu en as plein qui et tu as dû Mmh. le voir en tant que prof qui sont en échec scolaire en fait, tout simplement parce qu'ils ont des difficultés par rapport à d'autres et après, ben, c'est trop tard parce que tu ne peux pas en plus toi en tant que prof, tu ne peux pas sauver tout le monde. Donc déjà toi en tant qu'élève, je pense que c'est une belle victoire qu'il faut souligner. Merci, c'est gentil. Hem, Ouais, c'est vrai, mais je dis pas mais, c'est pas vrai. Oui, ouais. oui, il y a de quoi être fier. Il n'empêche que, je pense pas que je pouvais me permettre autre chose, en fait. De toute façon, il y avait cette recherche de perfection, cette peur, de toute façon, des parents et puis cette fuite, en fait. Au final, j'occupais mon cerveau et c'était très bien, donc voilà, donc l'un dans l'autre, ça m'a aidée. Du coup, tu fais quoi derrière, au niveau du bac? Tu Bah, avais déjà cette idée d'être prof ou, pas spécialement à cet âge-là? non, pas du tout. À part peut-être 1 ou 2 ans quand j'étais petite, tout le monde, toutes les Mmh, nanas qui tous veulent être, maîtresses, mais non, non. Non, 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 moi j'ai fait un bac éco, enfin à l'époque, bac éco puis après je suis allée à la fac de droit. J'ai fait 5 ans de droit et je voulais être avocate moi. Je voulais être tu voulais avocate, être alors pas longtemps, mmh, j'ai très vite déchanté. J'ai quand même fait 5 ans parce qu'en fait, j'étais alors là pour le coup, j'étais vraiment passionnée de droit tu vois moi, j'étais une tarée en fait quand j'étais jeune, moi j'allais au cinéma, je faisais d'autres trucs, mais j'allais aussi au tribunal en fait, je passais mes après-midi au tribunal. J'étais trop heureuse, enfin j'adorais. Sauf que ça m'a vite calmée et ça m'a vite, dégoûtée du métier. En fait, le métier en lui-même me fait vibrer. C'est-à-dire tu me mets une série, juridique ou un film dans un tribunal, mmh, surtout aux États-Unis, alors là, tu peux être sûr que mes yeux, ils brillent. Mais la réalité du métier, c'est que, bah, tu peux pas choisir qui tu défends. Et ça, bah, ça à la fac, ils te font pas de cadeaux quand tu oses le dire. Et ce qui est normal parce que le métier d'avocat, c'est pas juste de défendre, la veuve et l'orphelin et les gentils et ceux qui font vibrer ton cœur. C'est, tout le monde a le droit d'être défendu, mais moi j'étais excellente aussi et la jurisprudence, les machins, tout ça et mettre cette, capacité à rechercher, à trouver la faille dans la jurisprudence, au service de quelqu'un qui, objectivement, est un connard, c'est pas possible. C'était pas possible pour moi, en fait. Donc voilà, je passais par plusieurs phases, en cinquième année, je me suis spécialisée en droit médical, droit de la santé, responsabilité médicale. J'étais vraiment passionnée de ça je me suis dit: «Bah, génial, je vais me spécialiser dans l'accompagnement l'accompagnement, la défense des patients parce qu'en fait, comme ça, c'est cool, quoi». Puis donc c'est quoi? C'est des gens qui ont une c'est des erreur erreurs médicale? médicales, voilà, Ouais. exactement. Des erreurs médicales, principalement, ouais, les erreurs médicales, des pertes de chance, tu sais, quand on t'a mal informé et que du coup, il s'est réalisé un dommage, enfin un préjudice, mais qui est pas de la faute directe du médecin, mais il t'a pas donné la chance, en t'informant suffisamment, de réfléchir et de peut-être de pas avoir la le dommage, quoi. Et puis après, il y a les OK. erreurs médicales classiques, les infections nosocomiales, tous ces trucs-là. Donc ça, c'était ma passion. Et quand j'ai commencé à bosser, donc en cabinet d'avocat dans cette spécialité-là, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas que des méchants, il y avait pas que des médecins méchants et que quand tu es fort, quand tu sais bien lire un document d'expertise médicale, quand tu sais bien traficoter la jurisprudence et tout, tu peux faire plonger un médecin, heu, alors que, a priori, il a rien fait, alors voilà. Et donc là, j'étais bien emmerdée. J'étais bien emmerdée, donc voilà, je savais que j'aimais le droit, je savais assez vite, j'ai senti que je pourrais pas être avocate pour ça et puis aussi, je pense qu'à un moment, il faut que je sois très honnête, ce métier m'aurait éclatée, enfin, j'aurais adoré, mais je pense que je me serais fait broyer. Mmh. Aujourd'hui, je Oui, pense que c'est un monde, dur, hein, je pense, hein. ouais et puis en fait, enfin moi je crois que ma plus grosse souffrance, c'est quand les choses se passent pas comme je veux et quand j'estime que c'est juste que ça se passe. Et en fait, dans la justice, il y a beaucoup trop d'aléas, c'est toujours très incertain, c'est un seul humain qui décide, enfin, tu vois? C'est vraiment, à part en matière criminelle, mais bref. Donc je pense que je me serais fait broyer. Je pense que là, les ruminations le soir, je crois que j'en serais morte. Je pense que C'est intéressant parce qu'au final, c'est plus ou moins ce que tu es et ce que tu fais aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. c'est-à-dire? C'est Tu as ce intéressant. genre d'inconfort de pas savoir comment va être forcément ta journée, tu as des aléas extérieurs qui fait que ton business peut ne pas fonctionner comme tu le souhaiterais.
Bah, c'est pour ça que je suis vénère quand ça se passe. Mais Ouais, oui, mais tu as du coup, raison. tu l'as accepté et tu as réussi à, du coup, à peut-être à trouver l'équilibre qui fait que, heu, tu vis de ton activité, tu vis de ta passion et en même temps tu arrives à dire stop quand ça ne l'est pas et à accepter, vers le chemin que tu vers ce que tu aimerais aller, enfin, vers quoi tu aimerais aller. Ouais, tu as raison, c'est vrai. Mais là, tu vois, je crois que là, tu c'est plus, de l'incertitude, tu vois, quelque chose d'irrégulier, Ah oui. insécurisant. Effectivement, l'entrepreneuriat, évidemment, c'est insécurisant. Mais moi, ce qui m'active le plus, ce qui me déclencherait le plus, ce qui me déclenche le plus, c'est l'injustice. À mes yeux, en tout cas, quand à mes yeux, qu'il y a injustice. Et ça, par contre, dans le milieu d'avocat, en fait, je pense que voilà, un avocat en face qui serait en train de mentir et qui défoncerait toute ma plaidoirie, alors que, moi, je défends quelqu'un qui mérite d'être, défendu et qui est pas coupable. Je pense que je m'en remets pas, en fait. Je pense que mon hypersensibilité, elle meurt de l'intérieur. Donc tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, c'est vrai. Je pense que non, vraiment l'injustice, c'est quelque chose qui peut me faire, pourrir de l'intérieur. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand, tu te rends compte de ça? Parce que tu es jeune, du coup, tu as fait Ouais, je bac vois. plus 5 donc tu as cravaché quand même, tu as bossé dur là-dessus. De prendre conscience de ça, qu'est-ce qui se passe après? Bah, je l'ai compris assez tôt, hein. Je crois en première ou en deuxième année, j'ai commencé à comprendre. Mais je continue quand même parce que la discipline me plaît. Donc je continue sans trop savoir où je vais. À un moment, je me suis dit: «Je vais peut-être faire juge, comme ça au moins, c'est très bien». Mais en fait non, le métier me pas du tout. La réalité du métier des magistrats, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. J'ai continué et puis à un moment de ma vie, voilà, je savais pas trop encore. À un moment, j'ai failli enfin, tu vois, vraiment partir dans ce domaine du médical, mais plus du côté, peut-être assurance, peut-être, indemnisation. Tu sais, il y a à ce moment-là, il y a eu une nouvelle loi, il y a eu la loi Kouchner et donc il y a des organismes d'indemnisation qui ont été créés pour, justement tout ce qui est alors quand tous les aléas médicaux qui ne sont pas en lien avec des erreurs et il y a des fonds d'indemnisation donc voilà, je m'étais dit: «Je vais aller bosser là-dedans», j'avais des plans et à ce moment-là, j'ai rencontré, mon futur ex-mari et à ce moment-là, j'ai eu l'envie pour plein de raisons de commencer vraiment ma vie et à ce moment-là, en fait, si j'avais continué à être étudiante, parce que passer le barreau, ça voulait dire aussi être étudiante, ça correspondait pas à ce que je voulais à ce moment-là. Moi, ce que je voulais à ce moment-là, c'était fonder une famille. OK, Pas forcément pour les bonnes raisons, mais c'est pas grave, ça je l'ai compris plus tard. En fait, j'avais envie de recréer un foyer réparé en fait, réparer quelque chose et donc pour ça, je me suis dit: «Mais non, mais avocate», j'ai imaginé que ce serait pas possible. Bref, donc à ce moment-là, j'avais des petits jobs, mais moi je voulais un vrai boulot, donc je me suis dit: «Bah, je vais faire prof» et voilà et à ce moment-là, en droit de la santé, donc j'avais plein de thématiques en lien avec le système de santé, avec la santé publique et il y avait ce concours de à l'époque, c'était SMS, sciences médico-sociales. Donc j'y suis allée, je l'ai eu, je me suis dit: «Je ferai ça quelques années et puis peut-être, après je ferai ma thèse». En fait, pas du tout. ouais, OK. Voilà. Du coup, tu switches, ça a été quoi un petit peu le qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de dire: «Je vais devenir prof»? C'était quoi pour toi, à cette époque, les avantages que tu voyais et potentiellement aussi les désavantages? Mmh. Alors pour être très honnête, je crois qu'à ce moment-là, je me le suis jamais conscientisé, mais c'est là que je crois qu'il y a une partie de moi qui était aussi super contente de rentrer dans la vraie vie active. J'ai toujours bossé pendant mes études. Mais c'était pas ma carrière, c'était pas voilà, c'était pas et puis je me sentais pas adulte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était des boulots étudiants, en fait. Je me sentais pas adulte alors que j'avais 23 ans, enfin, mais je Ouais, bien sûr. ouais, je me sentais femme, j'étais contente, tu sais, je commençais un vrai boulot, quoi. Parce que surveillante en collège et puis tous les autres petits boulots que j'ai pu faire, et même stagiaire en cabinet d'avocat, c'est pas bon. Donc j'étais contente de ça et puis c'était nouveau, donc forcément j'adore quand c'est nouveau. Et puis j'ai très vite aimé, en fait. J'ai très vite aimé créer, transmettre, le contact avec les élèves, enfin, j'ai très, très vite, adoré. Les Tu étais sur inconvénients, quelle classe? j'étais sur des alors principalement première terminale, les 10 premières années. OK. Ouais, beaucoup, beaucoup terminale et ensuite j'ai fait un peu d'éco, mais pour dépanner en seconde et puis les 10 années d'après, j'ai fait un peu de bac pro. Normalement, c'est pas dans mon concours, mais voilà, il Bon, y a en eu tout cas, le un peu de niveau supérieur, quoi. bricolage. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'était ça, au lycée et j'ai fait un peu de BTS et sur la fin, j'avais fait aussi, j'ai bossé à la fac et en école d'ingénieur, là. Ça doit pas être évident parce que du coup, tu disais que tu avais, 22-23 ans, d'être confronté du coup à des jeunes, Ouais, des petits cons, de 16-18 ans, je sais plus quel âge on a au ouais. lycée. Hem, il devait peut-être avoir un rapport différent qu'avec Au début, quelqu'un ouais, qui a une prof, qui a déjà 50, 60 ans, tu vois? ouais. Ah bah, C'est carrément.
carrément. Comment tu as réussi justement à passer ce cap des 1ers mois peut-être à, t'imposer et à te sentir naturel et légitime dans ton job? Ouais, super question. Alors comment j'ai fait? Je mettais mes lunettes, même quand j'en avais pas besoin. Je te jure que c'est Ouais, vrai. Je me sentais plus, adulte avec. Je mettais des talons et puis très vite, tu te rends compte qu'en fait, tu as pas besoin de ça pour, te faire respecter. Mais, les premières années, c'était pas facile, hein. J'avais effectivement mon premier poste, j'avais 23 ans. Les terminales, ils en avaient 18, hein. Pour peu qu'ils aient redoublé, ouais. ils en avaient 19, donc c'est quand même très proche, hein. Mmh. Mais bon, bah, ça se fait, en fait. C'est vraiment une posture que tu développes et Oui, parce que j'allais te dire, c'est pas à l'école, enfin, c'est pas eux qui t'apprennent à déjà comment s faire ses cours et la posture que tu dois avoir. non, ça Donc, c'est un mythe, il y a une c'est un sorte de mythe. développement personnel à faire, en tant que prof. Ouais, complètement et puis pour te sentir légitime et puis je parle pas de l'autorité, se faire respecter, ça c'est quelque chose, mais la posture, en fait, vraiment la posture, la distance et en même temps, j'avais absolument pas envie d'avoir un balai dans les fesses et d'être la prof relou parce que moi je suis fun et j'ai envie d'être fun et voilà, mais en même temps, il y a une distance. Donc ça s'est fait petit à petit, mais ouais, ça s'est fait j'ai jamais vraiment conscientisé, ça s'est fait très vite, très facilement. Ouais, En fait, je crois que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'étais ferme. Franchement, j'avais pas de soucis dans ma classe, à part 2-3 cas de temps en temps, mais j'avais vraiment pas de soucis. Les élèves me respectaient parce que je les respectais profondément, vraiment. Par opposition à malheureusement beaucoup d'autres profs. Et ça, en fait, tu déclenches pas un gamin quand tu le respectes. S'il a des soucis à la maison, oui, des fois, il va vriller et tout, mais ça dure pas longtemps et ça m'est arrivé tellement rarement et en fait, c'est parce qu'il allait mal. Mais moi, il m'a ja enfin, il y avait auc la ma manière de leur parler faisait que, OK, peut-être les exos que je leur proposais, ça leur plaisait pas et c'est normal, c'est chiant des fois les exos et puis mes matières, elles étaient pas passionnantes, quoi. Franchement, des fois, quand on bossait la protection sociale, la sécurité sociale, le fonctionnement de l'hôpital, bah non, c'est pas chouette, quoi. Donc je le oui, rends comme je peux sympathique, mais ouais, il y a du boulot, quoi. Surtout en BTS, il y avait beaucoup de boulot, bref. Mais à partir du moment où tu parles aux humains avec amour, avec gentillesse, avec que dans tes je te jure, hein, c'est profond ce que je dis, c'est que quand ils voient dans tes yeux que tu es là pour les aider, en fait, mais ça change la vie. Sauf quand ils sont broyés par les collègues et qu'ils arrivent dans ton cours et qu'ils ont envie de tout envoyer valser, mais donc voilà, donc ouais, ça c'est ça a été la deuxième phase où j'ai un peu déchanté sur le métier. OK, Et les 10 mais il y premières avait années, je me suis éclatée. ouais, c'est ce que j'allais dire, il y avait une forme d'épanouissement où, Ah ouais. finalement tu dis: «Je fais un métier», peut-être au début par défaut et au final tu arrives à kiffer quoi, donc c'est top. Ouais, j'ai kiffé et puis ouais, tu te sens utile, tu te sens non, c'était top. Et moi je trouve que, tu vois, alors peut-être moins en études supérieures et encore que, mais, il y a certains profs quand même qui te marquent et qui peuvent avoir un impact positif, mais aussi négatif sur, la continuité de ta vie, quoi. Alors ça, j'en suis intimement convaincue et c'est pas pour m'envoyer des fleurs et c'est pas pour, me sentir importante, mais dans les 2 cas, dans les 2 sens, les instits, les profs, peu importe en tout cas, tous ceux qui sont en contact des jeunes, des enfants, ils se rendent même pas compte du pouvoir qu'ils ont. Ils peuvent être complètement transparents, vraiment neutres, transparents, voilà, il se passe rien. Ils peuvent être et heureusement qu'il y en a, vraiment des perles en fait, vraiment des perles et puis des fois il suffit d'une phrase, d'une considération qui va faire que le gamin il reprend confiance en lui, il y croit, il y va, enfin bref. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup, beaucoup trop à mon goût de profs qui brisent des gamins, quoi. Qui brisent des gamins. Moi, je me souviens d'une fois en terminale, les gamins arrivent, ils sortaient de physique et ils étaient tous dépités, en fait et là, je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» On devait être au mois de mars, un truc comme ça et là, ils te disent tous, donc c'est qu'ils l'ont pas inventé, que: «Ah bah, le prof, il nous a dit, bah, de toute façon, il y aura tant de pourcentage qui aura pas son bac, bon toi, tu l'auras pas, toi, tu l'auras pas, toi, tu l'auras pas». Je dis: «Mais sur quelle planète on habite, en fait?» Enfin, Sympa. c'est horrible et toi, tu es là, tu rames à leur donner confiance. Enfin bref, c'est vraiment, voilà et j'ai une autre anecdote du même genre, c'est que quand je bossais à la fac, c'était un programme de coaching à la fac. C'était génial. On a créé ça avec mon ami qui est psychologue, donc c'était top. C'était à la fois du coaching, connaissance de soi, force et faiblesse et à la fois plein de techniques, enfin plein de ressources en neuroéducation pour leur permettre de se fabriquer leurs propres ressources d'attention, de mémorisation, de tout ça et de révision. Et un jour, ils arrivent, donc c'est des gamins qui avaient pas, c'est des jeunes qui avaient eu le bac, mais qui avaient pas eu d'affectation. Donc c'était un parcours OK. particulier à la fac. Ils arrivent, pareil, vénères, pas contents, machin, bref. Et là, ils te racontent que la prof de français juste avant, elle leur avait dit, enfin, je sais pas, il y a un gamin qui avait pas dû faire son boulot, j'en sais rien. Et elle lui a dit: «Bon, bah, de toute façon, on sait pourquoi vous êtes là, hein». Et en fait, il y a des choses que je comprends. Et donc, voilà pourquoi ce métier, cet univers, ce système
mais sorti par les yeux progressivement, sur les 10 autres années, quoi. Mmh. Ouais, c'est un environnement qui est très compliqué, hein. Je pense qu'à la fois humainement déjà le système en lui-même n'aide pas sur Non, comment est fait, l'État, le gouvernement, le machin, ça, effectivement et après effectivement, c'est les personnes derrière, les humains qui, parfois ne sont pas faits tout simplement pour, ben non, bah, c'est ça. instruire. Ouais Ils sont et pas faits là, ils sont pas faits pour instruire, tu as raison, parce que la pédagogie, bah, en fait, ça s'invente pas et ils sont pas faits pour être au contact parce qu'ils aiment pas les humains, en fait. Ils aiment pas les enfants, ils aiment pas les jeunes, ils aiment pas mais va faire un autre métier, arrête de rester là, en fait. tu rentres dans la fonction publique, du coup, quand Beh, tu oui, deviens prof. Forcément, je pense que c'est un facteur qui fait que bon, ouais, tu es un peu tranquille. Mais bon, exactement. on va pas forcément, parler de ce sujet parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Oui, Moi, je retiens qu'effectivement, tu as kiffé en tout cas, tes expériences, même si le système en lui-même t'a, lassé. Tu fais quand même 10 ans, 20 ans même. 20 ans, OK, C'est 20 10 ans ans, je du me suis coup, éclatée et 10 ans, j'ai commencé tu as à me dire: subi. «Non mais là, il faut que je me barre, quoi». OK. Donc quand même 20 ans, ça fait, je sais pas quel âge tu avais, mais peut-être plus de un tiers, si ce n'est la moitié de ta vie, quasiment, si tu as commencé à 23. J'ai bougé à 41. J'ai bougé à Ouais, 41 ans. Mmh, donc presque, 20 ans. mmh. Ça fait pas mal. C'est pas mal, hein? Avec quoi t'en ressors et qu'est-ce qui finalement, c'est quoi le déclic qui t'a fait, quitter définitivement la fonction publique ou pas d'ailleurs et qui t'a fait changer en tout cas de métier? Je sais pas s'il y a eu un déclic, un peu, romantisé, il y a eu plein de petites choses. Ça s'est pas fait du jour au lendemain parce qu'en fait, c'est tu l'as dit, on rentre dans la fonction publique, donc en sortir, c'est lourd et quand tu es prof et que tu démissionnes, tu es radié des profs parce que tu la violence du truc, tu es radié de la fonction publique et on t'annule ton concours. Donc tu sais, OK. tu perds ton enfin bref et c'est flippant, hein, je t'assure que c'est vraiment flippant. Donc tu mets du temps à t'autoriser à faire autre chose, hein. Enfin moi en tout cas, j'ai mis du temps, mais il y a eu plein de brèches et la dernière grosse brèche, elle a été pendant le confinement parce que, bah, tout le monde a vécu des choses très dures pendant le confinement. Nous, on a continué donc à faire cours et tout et des classes virtuelles et tout et à ce moment-là, en fait, j'ai vu encore plus le système. J'ai vu des choses merveilleuses. Mon mari, il est prof aussi. Il aura fait les prof d'EPS. Toutes les semaines, ils avaient une petite vidéo sympa pour faire des exercices un peu stylés. On a fait des vidéos dans le salon pendant qu'il fait des exercices de sport. Franchement, c'était canon. Il y a des profs qui ont fait des choses extra et tout. Mais à côté de ça, j'ai vu des profs de mes gamins faire des choses horribles, au point que moi j'avais mon gamin qui était en 5e, qui est venu me chercher un jour dans la nuit. Dire: «Maman, ça va pas en fait». 5e le gamin, angoissé comme pas possible parce qu'en fait les profs, ils se rendaient même pas compte qu'ils étaient en train de leur faire vivre un enfer aux gamins. Jusqu'au moment où je lui ai dit: «Tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, tu ne touches plus tes mails. Tu ne regardes plus tes mails. C'est moi qui gère. L'autonomie, on verra plus tard. On verra l'année prochaine l'autonomie». Et Ouais. donc tous les jours, ça me prenait du temps. Tous les jours, il avait un seul l'exercice qu'il avait à faire pour le lendemain, machin, tout. S'il avait 14 exercices parce que le prof, il avait craqué, bah, je les répartis dans la semaine. Mais c'était horrible ce que vivaient les gamins et dans mon équipe à moi, j'ai vu des choses vraiment moches, en fait. Moi, je les appelais régulièrement les gamins, mais pas pour les engueuler, pour leur dire: «Tu as pas fait ton boulot». Ils étaient étonnés au début, mais non, juste: «Comment ça va?» En fait, ils étaient trop heureux, les gamins, dont j'étais prof principale et j'en ai un qui me dit: «Bah, en fait, bah, je comprends pas, la prof machin, elle me veut pas, elle accepte pas mes devoirs, elle m'a mis 0». Je fais: «Pourquoi elle accepte pas tes devoirs?» «Bah, parce qu'elle veut absolument que ça soit en PDF». Je dis: «Mais moi, j'ai pas d'ordi, donc je fais sur l'application Notes de mon téléphone». Mais où est-ce qu'on va, en fait? C'est pas possible. Bref et là, il y a eu une petite brèche et voilà et à ce moment-là, j'avais déjà créé le programme de coaching à la fac, donc j'étais déjà en train de partir, en fait. J'étais déjà en train Tu d'envisager de faire autre cogité, chose. ouais. Ouais, m'étais déjà formée au coaching. J'ai passé ma certification pendant le covid, justement, pendant le confinement et la vie m'a envoyé, un congé de formation pour préparer l'agrég. Là, donc l'agrégation, c'est le concours au-dessus. Mmh. J'ai toujours pas trop compris pourquoi je voulais le passer. En gros, tu bosses en lycée, tu peux bosser à la fac, mais tu bosses moins d'heures et tu es payé plus. Donc voilà ce que je voulais. Mais il est très, très dur ce concours. Il y avait que 8 postes, en France. Donc j'ai demandé un congé de formation. Normalement, tu mets 6 ou 7 ans à l'avoir et là, je l'ai eu. Donc on est en mai 2020, plein confinement et là, je reçois le que qu'on me dit: «Bah, OK, tu pars pas travailler la rentrée en septembre. Tu es payé 80 de ton salaire et tu vas préparer la grille». Alors là, merveilleux. Donc enfin, je dis merveilleux, attention, j'ai bossé comme une dingue et bref, j'ai Ouais, commencé à comprendre beaucoup, on beaucoup de s'entend. choses.
Mais je suis sortie du système et là, c'était cool. Et donc là, bah, en fait, donc j'ai fait mon année, j'ai bossé comme une malade, machin, donc j'ai appris énormément sur moi. Je suis allée aux oraux, ça a été la boucherie, je l'ai pas eu. Et quand je suis revenue, et ben, je me suis mis à mi-temps. Quand je suis revenue, donc en septembre 2021, j'ai créé mon entreprise, j'y suis allée, quoi. Là, je me suis lancée à ce moment-là. Voilà comment ça s'est fait. Trop bien. Ouais, donc j'ai commencé en mettant à mi-temps et puis après, salut. Et du coup, ça s'est passé comment là, le début dans l'entrepreneuriat? Sachant que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu avais personne dans ton entourage en tout cas qui était là-dedans. En plus, c'est le monde digital, donc c'est encore un autre Alors gap. c'était pas le digital tout de suite. Ah, tu as commencé en Ouais. physique avant? Ah ouais, OK. l'histoire elle est pas finie. Non, j'ai commencé d'abord en coaching, pur, enfin pur, pas du tout en digital, dans mon cabinet, avec, une ambiance très, psy en fait finalement et beaucoup de psy Mmh. autour, et c'est les psys qui m'envoyaient du monde. Donc j'étais là-dedans. Donc j'étais très branchée dev perso, confiance en soi, machin et reconversion pro, construction de projets professionnels. Je faisais passer des bilans de compétences, donc j'avais ces 2 trucs-là. Très, très vite, donc en local, en fait, hein. Alors Ouais. Instagram, alors, Tu je étais, n'avais dans quelle ville? j'étais alors à l'époque, j'étais à Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Maintenant, je suis à côté de Disney. Voilà, donc très local, très, et très, très vite, j'ai commencé à être sollicitée dans des discussions, hein, à être sollicitée, alors je savais pas encore quel nom ça prenait, ce que je faisais, mais j'adorais ça, par un coach sportif, un thérapeute de couple, une praticienne en bilan de compétences qui voulait que je l'aide à créer sa formation et puis donc petit à petit, j'ai créé des offres, enfin je les ai créées, je les ai inventées, pour accompagner des thérapeutes qui voulaient modéliser ce qu'ils font, améliorer ce qu'ils font, pour soit, bah, le faire mieux, soit le faire en collectif, soit transmettre à des futurs professionnels comme eux, donc en parallèle, je faisais ça. J'ai fait ça 2 ans et puis à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, merde, je peux pas, en fait, en vrai, c'est quand j'ai commencé à me dire: «Tiens, je vais commencer à faire de la com» et là, la nana qui m'accompagnait, elle m'a dit: par contre, on va pas pouvoir parler de tout là, ça va pas être possible». Compliqué en fait, tout, je faisais de la Bien sûr, ouais. sexothérapie, enfin, c'est pas possible les bilans de compétences, il y a un truc, aujourd'hui, je l'aborderais peut-être différemment. Aujourd'hui, je dirais: «Fuck» et je dirais: «Je m'en fous, je suis ça, avec toutes ces casquettes», mais à l'époque, j'en Ouais. étais pas capable et donc à ce moment-là, je me suis dit: «Bon», voilà et j'ai, bossé avec une coach qui m'a dit: «OK, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui te rapporte le plus?» J'étais incapable de lui dire parce que je tenais pas suffisamment bien mes KPI pour ça. Donc j elle me dit: «OK, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer?» Et là, j'ai compris qu'en fait, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'est pas le dev perso dans le cabinet, c'est le reste, de travailler avec le monde entier, de travailler à distance, de travailler sur des projets tous les jours différents. Enfin voilà, un jour, un jour j'étais avec l'académie, des multipotentiels de Solène Un jour j'étais avec une prof de yoga, un cuisinier, un programme sur l'équilibre des chakras, enfin bref. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, bon bah, on y va, on fait un virage». Là, je bascule dans le digital, dans les stratégies de com digitales, dans j'ai plus besoin d'un cabinet, avec une salle d'attente et compagnie, enfin voilà. Donc Mmh. ça s'est fait pareil. OK. Du coup, par rapport à, au truc physique, tu dis que tu es resté Et ben 2 ans, 2 ans. Alors en même temps, je commençais déjà, hein, d'accompagner des gens ouais, avec ouais, l'ingénierie pédagogique, mais vraiment les consults, enfin les sessions, de dev perso ou de bilan de compétences, ouais 2 ans. ça marche J'ai et à passé cette en époque-là 2023. du coup, à cette époque-là, comme tu l'as dit, ton acquisition, elle se faisait principalement par du bouche à oreille, Ouais. par, d'autres, spécialistes qui Exactement. te ramènent du monde. Par recommandation, on m'envoyait du monde. J'ai très vite commencé à faire du réseau parce que ça me plaisait énormément et moi, j'avais besoin de contacts pour pouvoir diriger mes clients quand je sentais qu'il y avait un trauma qui était pas suffisamment élaboré, c'est pas avec Mmh. moi qui doit le travailler, c'est important. Donc j'ai petit à petit, voilà, j'en avais déjà dans mon cabinet et puis j'en ai contacté moi et voilà, j'allais beaucoup à des événements, qui permettaient de regrouper ce type de professionnels. Voilà l'acquisition comme elle se faisait. OK. Donc, je vais pas dire que c'est simple parce que ce serait faux, mais en tout cas, c'est différent, Ouais. du coup, quand tu passes dans Mmh. la partie, Rien à voir. pédagogique. Mmh. Comment comment ça switch pour toi et comment tu dis: «Merde, là, le bouche à oreille, ça va être difficile, faut que je fasse autre chose». Du coup, comment tu t'y prends, en tout cas dans un premier temps? Alors, cette sensation-là que tu décris de dire: «Putain, c'est pas pareil là, je peux plus m'appuyer sur le bouche à oreille, le réseau, le BNI et compagnie, c'est plus possible». Heu, Cette sensation, je l'ai pas ressentie au début. Je vais t'expliquer OK, pourquoi. Je l'ai ressentie qu'1 an après, parce qu'au tout début, où j'ai fait ce virage, ça faisait 3 mois peut-être que je travaillais avec Solène Feig,
qui a une grosse communauté, qui a et on a construit ensemble son bêta test, on a structuré son plan, voilà, toute son académie et aussi, j'ai été coach pendant le bêta test de son académie business, j'ai été coach aussi. Donc en fait, il y a eu des partages dans tous les sens. Et du Elle coup, faisait des comment stories, comment il y a eu cette connexion avec, Solène? Solène, c'est moi qui lui ai écrit. Solène, j'ai suivi son workshop sur les multipotentiels. Ça commençait Mmh. à je me disais: «Il y a un truc là, c'est pas possible». J'arrivais pas à choisir une seule voie et bah, d'ailleurs, voilà et j'ai suivi un workshop et je lui ai écrit. Je lui ai écrit parce qu'en fait, elle a mis le mot prospection dessus, quelques mois plus tard Mmh. et quand elle l'a dit, je dis: «Oh bah, tu sais, j'avais même pas conscience que je te prospectais». En fait, oui, mais en gros, je lui ai écrit en totale simplicité en lui disant: «Écoute, j'ai adoré ce que tu as proposé et tout, mais en fait, moi, mon cerveau va très, très vite et j'ai vu qu'elle avait tout ça à donner, mais qu'elle le donnait comme ça et moi je voyais déjà les catégorisations, les exercices et tout, donc j'ai dit: «Écoute, si tu veux, on se parle». J'ai ben et en fait, elle cherchait un bras droit à ce moment-là, elle cherchait à voilà, donc ça s'est fait comme ça. Tu arrivé, au bon moment. Ouais, ouais, Trop ouais, bien. complètement et donc là, ça a popé partout, partout, partout. Les événements, j'avais fait le Bichot en 2023 aussi à ce moment-là, enfin vraiment tout a commencé à converger et puis, et donc là, en fait, c'était facile. Les gens, ils venaient à moi, c'était magnifique, en fait. Donc l'acquisition, à ce moment-là, je me posais même pas la question. Les gens, ils prenaient rendez-vous, j'étais obligée de bloquer les calls découvertes, quoi. Et puis Ouais. c'est des gros accompagnements chers, donc j'avais pas besoin d'en avoir 15 par mois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quand ça a commencé à s'essouffler que là, j'ai pris une claque. Ouais, OK, quand on ça va a commencé et là, j'ai compris qu'il y a eu pareil, il fallait que je me remonte les manches là maintenant. yes. Bah, on va aborder justement, cette seconde phase, on va dire, de ton business, mais j'aimerais m'arrêter sur la partie tarifaire du coup, hein, que bon, peut-être que je me trompe, mais quand tu étais en cabinet, c'était peut-être des trucs à la séance, mais avec des tarifs, Oui. fixes à la séance et là, du coup, tu passes sur un tout autre système. Ça a été quoi, enfin, comment tu as justifié tes prix? Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as fait des prix trop bas? Parce que quand on démarre, on a toujours peur de vendre et tout ça. C'était quoi un petit peu ta relation vis-à-vis de la vente? Ouais. Alors moi, j'ai commencé à 60 € la séance et j'ose même pas dire parfois combien de temps elle durait la séance. Mais comme tout le monde, on démarre comme Mmh. ça et puis petit à petit, on prend conscience de sa valeur et on les augmente. Ensuite, je suis passée à 120 € en coaching, hein, je parle, en coaching, en cabinet. Je suis passée à 120 de manière très exceptionnelle et un peu à la carte et un peu je faisais des packs, mais tu vois, c'était pas comme aujourd'hui quelque chose de très construit, comme Oui, un programme d'accompagnement. Quand c'était le bilan de compétences, c'était différent, mais c'est normé, les bilans de compétences. Donc là, oui, tu as plusieurs séances. Quand j'ai basculé dans le digital et qu'il a fallu construire mes premières offres, donc là, j'ai été accompagnée par contre, hein, j'ai bossé avec une coach business pour créer tout ça parce que là, tu repars de zéro en fait. Et j'ai mis oui. un peu de temps à capter qu'en réalité, en 2024, je me suis dit, mais en fait, c'est comme si j'avais démarré un nouveau business et ça faisait à peine un an en fait. Donc on a tout fait. Euh, Mes premiers tarifs après le virage, non, ils n'étaient pas sous-estimés. Je crois que je l'ai budgétisé au début 80 € de l'heure, au tout début, hein, et 110 en créa. Donc 80 en face à face et 110 parce qu'à l'époque je faisais du done for you. 110 avec session de propriété intellectuelle sur tout ce que j'allais créer, les supports pédagogiques, les trucs comme ça. Et assez vite, je passais à 150 et puis enfin voilà, donc c'est monté. Puis après, je suis sortie de ce modèle à l'heure parce que ça me convenait plus du tout et de toute façon le done for you, j'en faisais très très peu plus, j'en faisais moins. Ouais. Et là, j'ai commencé à budgétiser, essayer de voir combien de temps ça me prenait. Alors oui, il y a le temps qu'on passe ensemble, mais il y a le temps entre les séances, donc c'est venu petit à petit. Je crois que mes premiers accompagnements, c'était, autour de 2 000 €, Ouais, c'est bien. peut-être pour 10 séances. Ouais, mais il y a du taf entre les Mmh. séances. Aujourd'hui, il est à 3 500. Mais bon, c'est différent. Il y a des séances, il y a une labellisation à la fin et puis il y a surtout j'ai enlevé toute la partie théorique, toutes les ressources. Tout ça, ça se fait sans moi, en fait, maintenant. Donc quand on se voit en séance, on va vachement plus vite, c'est génial. J'ai pas eu trop de soucis. J'ai eu des soucis au tout début pour tarifer. Bah, tu pas, en fait. Puis tu bosses avec des psys, en plus. Les psys, ils sont à 60 balles de l'heure. Donc quand toi, tu es à 120, bah, ça fait bizarre quand même. Alors moi, je dirais ça durait jamais 1 heure, hein, mes séances, ça durait plus, mais quand même, c'était très bizarre. Non, j'ai jamais eu de soucis. Au contraire, OK. ça a été facile aussi parce qu'il y a pas grand monde qui fait ce que je fais. Il y a des ingénieurs pédagogiques, gamification, machin, mais c'est pour l'univers des formations. Moi, c'est quand même assez spécifique ce que je fais. Encore plus aujourd'hui, parce que petit à petit, j'ai y ajouté le marketing, la création de l'offre, la partie vente, la partie technique, tous ces trucs-là. Mais moi, ma spécialisation, justement, c'est même presque pas du tout les formations certifiantes chiantes où on s'emmerde, les trucs scolaires. C'est un programme d'équipe des chakras, machin et donc il y a pas grand monde qui le fait, donc je pouvais me permettre aussi ces tarifs-là. OK. Bah, c'est bien déjà, parce que tu aurais pu entre guillemets «freiner» ou t'auto-saboter, là-dessus.
pour des questions d'illégitimité ou d'autres choses, Ouais, donc c'est non, bien ça que tu sur aies ça, pu, j'avoue que assez facilement, grossir et justement, j'aimerais bien qu'on parle du concret. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Concrètement, comment toi, tu peux m'aider? Pour bien qu'on cerne, effectivement, ce que tu fais et ce que tu apportes finalement à l'entrepreneur ou OK. Alors, tu dis que tu as besoin de moi, je vais t'inventer un besoin pour les besoins de l'exercice. invente-moi un peu Je voilà. t'invente plein de besoins. Alors, premier besoin pour lesquels tu pourrais avoir besoin de moi, c'est que, bon, tu fais de la prestat de service, dans, le marketing, tout ce que tu fais avec tes clients, tu les automatisations, tout ça. Et tu aimerais avoir une autre offre à côté où tu apprends aux gens à faire ça tout seul, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple où je crois que tu l'as déjà fait en plus pour la pub, il me semble. Ouais, Tu as j'avais déjà créé un construit truc comme un ça, petit voilà. produit. Donc là, le champ des possibles est énorme, voilà. Sauf que tu te dis: «OK, mais comment je fais en fait?» Parce que ce que je fais avec mes clients, bah, c'est surtout quand tu mets les mains dedans, c'est quand même archi personnalisé. C'est propre à chacun, c'est donc comment je fais pour leur apprendre alors qu'ils sont tous, différents et donc c'est là que j'interviens pour premièrement t'aider avec une méthode vraiment carrée à modéliser ce que tu fais avec tes clients, ce que tu mine de rien, ce que tu répètes et ce que tu peux enlever. Alors soit comme moi, enlever pour que ça aille plus vite avec tes clients quand tu es avec eux en consulting ou en coaching, soit carrément créer une autre offre différente avec un angle un peu différent qui va se faire sans toi. Où tu vas apprendre à paramétrer sa pub, à, je sais pas moi, créer un tunnel de vente, à créer un freebie, j'en sais rien. Donc moi, je vais te montrer comment modéliser tout ça et surtout comment le transmettre pour que ça soit canon pour la personne. Et Mmh. après, en fonction de l'ampleur que tu veux dans cette offre-là, eh ben, ça peut être un mastermind, ça peut être un accompagnement de groupe, ça peut être du 100% evergreen, ça peut être, bon, moi j'aime bien quand il y a de l'interaction quand même. Et donc là, moi je vais t'aider de ce côté-là. Alors toi en particulier, je t'aiderai pas forcément pour la création de l'offre parce que tu t'y connais, mais pour mes clientes maintenant, je les accompagne de A à Z, pas que sur l'ingénierie pédagogique, qui sont en fait les stratégies pédagogiques pour que les gens atteignent leur objectif. Donc moi maintenant, je les accompagne de A à Z. Donc on crée l'offre, même si elles en ont déjà, la plupart du temps, c'est pas la même offre. Elles vont pas vendre la même chose en digital ou en collectif que ce qu'elles font peut-être dans leur cabinet, dans leur bureau ou en prestat de service. Donc on crée l'offre, on la market, on structure le plan, ça c'est un boulot de fou. On crée les supports pédagogiques, la méthode, la méthodologie, la tech avec la plateforme, les vidéos, tous ces trucs-là. Et ensuite, on bosse sur la stratégie de lancement et de vente. Oui, donc ça Voilà. englobe pas mal de choses alors. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, donc c'est pour ça que petit à petit, au début, quand j'ai commencé, je me suis étiquetée très vite sur l'ingénierie pédagogique parce que ça fait pro. Voilà, je mets en avant mes compétences. On n'arrête pas de te dire: «Ouais, il faut montrer ton expertise, il faut que tu deviennes l'évidence, la référence», donc et dernièrement, j'ai compris qu'en fait, bah, non. Parce que, donc j'ai enlevé ingénierie pédagogique de mon compte Insta, par exemple, parce OK. que, bah, déjà parce que je fais pas que ça et parce qu'en fait, je voulais plus me cacher derrière l'expertise. Donc ça, c'est voilà, c'est un petit cheminement qu'il y a eu. Donc oui, il y a l'ingénierie pédagogique, mais déjà le problème, c'est que les gens savent pas ce que c'est. Les gens savent même pas qu'ils peuvent être aidés sur ça. Ils savent même pas qu'il existe des choses. Donc depuis 2020, il y a eu une explosion des programmes en ligne, des formations en ligne, des tout ça Mmh. et c'est très bien. Mais il y a des gens canons, enfin experts dans leur domaine qui ne savent pas transmettre et donc du coup, ça fait des flops, c'est dommage. Ça fait des flops, sauf ceux qui ont le marketing, béton et bullshit, mais en tout cas, quelqu'un qui a vraiment à cœur de transmettre et mais qui sait pas le faire, bah, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Voilà. Donc sauf Tu qu'on là sait pas que pour, ça existe. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Tu là pour, écairer tout ça. c'est ça et maintenant ma grosse spécialité, c'est vraiment d'aider les personnes à créer une offre qui va les aider à se libérer de, l'enfermement du one-one. Soit tu as envie d'en sortir complètement et plus jamais y revenir, soit tu as envie de mettre de l'air et de rajouter une nouvelle offre à côté pour diminuer ton one-one. Voi Toutes les personnes qui, se rendent compte qu'elles sont régulièrement en train de répéter les mêmes choses. C'est trop dommage, Mmh. en fait, de le faire en live et puis il y a des exercices qui sont pas nécessaires d'être faits en face à face avec le coach ou même à distance, mais au contraire, ils vont avoir besoin de le mâchouiller de leur côté, donc il y a plein de choses qu'on peut enlever, mais moi, je les accompagne pour faire en sorte que tout ce que les clients vont faire hors de leur présence, bah, que ce soit comme s'ils étaient à côté d'eux. Parce que sinon, tu achètes un bouquin, en fait. Sinon, tu achètes un bouquin, un cahier d'exercice, j'en sais rien, donc Ouais. voilà, voilà ce que je fais. OK, ouais, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que comme tu as dit, il y a eu beaucoup de formations et j'ai bien aimé, que tu dises aussi que, parfois tu enlèves et en fait, Mmh. il y a beaucoup de gens qui ont tendance à beaucoup donner, à beaucoup Oui, d'informations
Le problème, c'est que tu en as tellement que derrière, bah, la personne, elle a déjà un elle peut ne pas tout intégrer et 2 c'est un peu l'infobésité, ce qui fait que derrière, bah, pour passer à l'action, c'est encore plus difficile. Exactement. Alors là, ce que tu dis là, ça touche 2, je vois 2 idées. La première, c'est l'idée d'enlever des moments en live, garder les moments en live pour ce que toi tu as décidé parce que c'est nécessaire qu'à ce moment-là, on soit en live, Ouais. en présentiel ou à distance, mais en live. Tout ce que tu estimes qu'il y a pas besoin que tu sois avec la personne, tu le crées différemment, mais intelligemment, bien sûr. Donc Mmh mh. des vidéos moi, par exemple, j'adore conseiller des vidéos pour les exercices plutôt qu'un PDF. Explique, donne des exemples comme si tu étais à côté de la personne. Donc ça, c'est une chose, tu soulages ton one-one et tu permets d'aller plus vite. Et aussi, autre axe, quand tu dis ne pas en donner trop, mais alors ça, c'est vraiment mon combat, même si c'est dur. Je sais combien c'est dur et moi la première. Trop en donner, encore pire en live, mais en fait, c'est humainement, c'est pas possible. C'est bien sûr qu'on va pas retenir. Bien sûr qu'on va se sentir noyé et que le cerveau, il est pas fait pour, tout capter sur le moment et encore plus quand tu as un peu connaissance ce qu'on appelle la gestion mentale, les profils d'apprentissage. Il y a des personnes qui vont capter facilement sur de l'oral, avec un canal oral. Des personnes qui vont avoir besoin du visuel, donc si tu es en train de leur parler depuis 1 heure, c'est même pas la peine. Et il y a des personnes qui ont besoin de manipuler pendant. Donc elles vont t'écouter, elles vont prendre plein de notes, mais elles vont devoir rebosser derrière. Donc toi, si tu attends qu'elles fassent quelque chose là pendant la séance, elles vont pas y arriver. Et ça, quand tu prends, enfin voilà, quand tu as pas la pédagogie sur ça, c'est dur. Donc tu les fais bosser pendant 2 heures et demie des fois, pendant une masterclass ou pendant un bootcamp ou j'en sais rien. Il se passe des trucs super, mais c'est dommage. Tu as oublié qu'il faut qu'il existe des temps ailleurs. Et du coup, qui dépendent pas de toi et tant mieux, parce que ça te fait plus de place pour toi, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Trop cool, trop bien. C'est vrai que, bah, c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience et donc de pouvoir, s'appuyer sur, ce genre d'expertise, c'est top, tu vois? Ouais. Ouais, non, on en a pas conscience parce qu'en fait, on a associé la pédagogie à l'école, à l'enseignement, la formation et puis c'est tout. Donc tout ce Mmh. qui n'a pas l'air d'être de la formation, bah, alors on se dit: «Bah, il y a pas besoin de pédagogie». Alors qu'en fait, enfin moi je sais qu'il y a quelques années, j'avais été voir une psy, elle m'avait donné des exercices. Tu vois, rien que ça en fait, elle m'a donné des exos. Déjà, ils étaient moches comme pas possible et moi tout de suite, je dis: «Putain, tu mets un petit en-tête, un petit machin, un petit truc». Tu lui donnes un petit nom sympa, bref et puis au lieu de passer une demi heure dans la séance à me l'expliquer, bah, fais un audio, fais une vidéo, fais un truc. Déjà rien que ça en fait, c'est voilà et elle me l'avait envoyé par mail, donc pour le retrouver, il faut que je fouille dans mes mails et machin et puis c'est et pareil et combien il y a de coachs qui font ça? Qui t'envoient des docs, des choses à faire et tout, tu dois aller fouiller dans tes mails. C'est trop dommage en fait et Mmh. ça s'appelle de la pédagogie. C'est pas que des outils ou un bel espace Notion, c'est aussi réfléchir à un parcours, avoir en tête de fluidifier le chemin, faciliter. C'est pas du tout, assister les gens, c'est de leur permettre de mettre leur énergie là où il faut. C'est un peu de l'efficience, Ça, quoi. c'est partout, mais bien sûr, oui, tu as raison et ça, c'est partout, c'est pas que dans l'école, c'est pas que dans le domaine de l'enseignement. Donc voilà et quand tu connais vraiment moi, c'est ma passion les neurosciences, quand tu connais le fonctionnement du cerveau, de la motivation, de, la hiérarchisation des informations, enfin bref, tout ça, moi je les vois les choses dans les programmes en ligne, je vois, je dis: «Putain, ça, faut pas le mettre là en fait, stop, laisse-le digérer d'abord ça tu le fractionnes en 1000 tellement il est énorme, tu le fractionnes en 1000. Ça, il faudrait le doubler avec un deuxième canal, enfin avec une modalité sensorielle différente, parce que c'est trop important ou c'est trop complexe, faut le doubler avec une image, enfin bref. C'est des petites choses, en fait, c'est ça aussi que je voudrais dire, c'est que c'est pas sorcier quand tu te fais aider, enfin quand tu as les bonnes stratégies, mais c'est vraiment pas sorcier, ça change pas, tu pas obligé de tout revoir ton programme. C'est vraiment des petites choses, par contre, elles font une différence, tellement énorme et tu le sens dans les témoignages des gens. C'est pas genre Mmh. juste c'était cool, la formation ou le programme ou le coaching ou le mastermind ou le bootcamp ou je ne sais quoi. C'était non, c'était OK. Il y a un avant et un après. Je me suis saisie pleinement de tout ce qu'on m'a donné. Pas juste j'ai vécu un truc sympa, c'était cool. Ouais, tu as la vraie transformation, qui était, la promesse de départ, quoi. Exactement. Et souvent, quand tu fais des formations ou des accompagnements, comme tu as dit, l'expérience c'était cool, mais tu as pas le: «Est-ce que j'ai vraiment atteint, ce pourquoi j'étais allé chercher au départ?» quoi. C'est ça. Ou alors tu l'as des fois, quand tu es sur un format collectif, tu l'as, mais le formateur ou le coach, il a été obligé de compenser ces petites failles avec en portant les gens.
tu vois? Avec Mmh. du suivi vachement plus poussé alors qu'au final il s'est épuisé et puis la personne elle s'est pas sentie autonome. Avec, ouais, avec du suivi encore plus soutenu, beaucoup plus de one one. OK, il a réussi. Mais le top, c'est quand tu as mis suffisamment de choses en place pour que, OK, il a besoin de toi juste de temps en temps, mais il avance tout seul. Mais il avance vraiment par contre. Et pas juste il mange des contenus et des vidéos. Trop bien. De toute façon, j'ai l'impression qu'en t'entendant parler, là, tu pourrais aborder ce sujet pendant des heures. Non, pas du tout. Ouais, je suis passionnée et je vois les miracles que ça fait, je vois les voilà. Après il y a un coût d'entrée, un ticket d'entrée cher, hein, quand tu veux créer ton programme, Mmh. digitaliser ce que tu fais, ouais, il y a c'est beaucoup de travail. Les nanas qui bossent avec moi, elles le voient tout de suite que, je leur retourne le cerveau et puis je les emmène vers un niveau d'exigence très carré de manière à ce qu'il y ait 0 flou, qu'après c'est l'autoroute, quoi et après quand il va falloir parler de l'offre, ça va rouler. Alors que quand il y a des zones de flou dans ton offre, c'est vachement dur d'en parler après au moment du lancement. Ouais, bien sûr. Là, même avant le lancement, elles peuvent en parler de manière très fluide donc oui, je les fais passer dans une machine à laver et mais ça fait des miracles et c'est voilà et Trop j'adore ça. bien. Donc du coup, conclusion aujourd'hui, tu es épanoui par ce taf. Ouais, ouais, je suis épanouie et hem et en plus, alors c'est pas ma promesse parce que j'en parle pas, mais j'attire des femmes comme ça et c'est ce qui se passe pendant mes séances. Comment dire ça? En fait, au-delà de la création d'une offre à fort impact, une offre hors du one one, je sais pas, on peut appeler ça de 1000 façons, programme en ligne, formation, j'en sais rien. Au-delà de ça, au-delà de scaler son business, machin, les femmes que j'attire, elles sont là aussi pour aller prendre leur place, faire bouger quelque chose parce qu'elles sentent qu'elles peuvent briller encore plus. Pas juste pour briller, mais pour changer le monde, pour impacter, mais le vrai mot, pas celui qui est utilisé à tous les et bah, du coup, il y a un peu de mindset aussi et c'est pas avec cette porte d'entrée qu'elles viennent me chercher, en tout cas pas encore. Par contre, évidemment que pendant le voyage, on l'a parce qu'il y a des tonnes de freins qui viennent faire chier tout le monde et alors là, pas que les débutants, parce que je travaille pas avec des débutants, mais par exemple, le syndrome de l'imposteur, faut arrêter de croire qu'il est que sur les débutants. Moi, j'ai bossé avec des nanas qui ont une maturité entrepreneuriale de dingue, qui ont un CA de dingue, qui ont un nombre de followers et qui pourtant, chaque fois qu'elles passent un nouveau palier et qu'elles osent un peu prendre de la place, faire quelque chose, ambitieux, Mmh. bah, il revient toquer à la porte et c'est normal. Donc voilà et puis le système nerveux, il est là pour bien te faire chier sur quand tu commences à vouloir un peu trop sortir de ta zone de confort et c'est normal, enfin, il te fait pas chier, c'est pas vrai, il est là pour te protéger, mais on lui fait comprendre que non, il y a pas de danger et on y va et en fait, je m'éclate aussi avec tous les aspects mindset qui viennent, se réveiller avec, dans le package. Cool. Ouais, Tu penses que ça pourrait, faire naître une nouvelle offre ou un nouveau positionnement dans les années à venir? c'est en train. Ah, je spoil, un petit peu. C'est en train, mais je sens même que je l'ai décidé, en fait. C'est juste qu'il y a OK. quelque chose qui s'est réveillé chez moi cet été, qui s'est allumé, parce qu'il y a quelque chose qui s'est d'abord un peu éteint Mmh. et voilà, donc et quand je vois les femmes qui m'écrivent en me disant: «Là, mais ce que tu dis, ça résonne trop», c'est pas juste aller, tu vois, comme on dit, booster sa visibilité, machin. C'est oser être soi, oser déranger, oser, et c'est pas être clivant parce que c'est ta stratégie, parce que tu veux faire plus de vues, c'est putain, oser être toi, oser dire: «Moi, je suis comme ça, c'est avec si tu veux bosser avec moi, ça sera ça et si ça te plaît pas, tu pars» et surtout, j'arrête d'être petite, j'arrête de bon, évidemment qu'il y a la peur du jugement, il y a tous ces trucs-là, mais c'est des femmes qui le sentent dans leur bide, qu'il y a un truc qu'elles sont venues sur terre pour faire un truc énorme et que dans l'espace clos de leur bureau, de leur, cabinet, de leur petit coaching, ça sera pas possible. Donc elles passent à l'étape d'après, mais pour ça, bah, il faut, être soutenue, être guidée évidemment, mais donc oui, il y a un truc qui est en train de switcher. De toute façon, j'avais remarqué un petit peu aussi ton changement de, contenu Mmh. qui différait par rapport à avant où c'était très pédagogue, machin. Et Bah, là, ouais, j'ai vu ces dernières semaines qu'il y avait un petit changement, donc bah, voilà. j'attendais cette question avec impatience. Ouais, Ouais, il y a un truc qui a bougé et c'est cool trop bien. et c'est cool et c'est encore en process, hein, mais ouais, il y a un truc qui a bougé. C'était beaucoup trop lisse, en fait, ce que je partageais. Puis c'était très expertise, machin et en fait, je me faisais chier. Je me faisais chier parce que les trucs éducatifs pour dire comment structurer ton plan, bah non, en fait, ça me saoule et je montrais pas qui j'étais vraiment ou alors je montrais la partie lisse, la partie toute gentille: «Venez, aimez-moi, regardez, je suis toute mignonne». Bon, j'écrivais pas ça dans mes posts, mais en gros, voilà. Aujourd'hui, j'accepte, je commence à accepter qu'on puisse ne pas aimer ce que je propose, qu'on puisse juger, qu'on puisse et c'est OK. Par contre, celles qui vont kiffer, elles restent. Trop bien, Voilà. cool.
Petit dernier sujet que j'aimerais aborder, Mmh. notamment, bah, c'est les personnes qui ont, du coup, des enfants. Je me rappelle plus, l'âge de tes enfants, mais comment toi tu arrives aujourd'hui à essayer entre guillemets, j'aime bien dire essayer parce que c'est jamais linéaire, mais trouver cet équilibre pro et perso? Alors oui, j'ai 3 enfants, donc j'ai 2 garçons, 19 et 16 et j'ai une petite fille de 8 ans. Alors c'est un gros sujet. Non, je le trouve pas l'équilibre. En tout cas, je commence à le trouver. Mais OK. pendant 4 ans, je l'ai pulvérisé cet équilibre, en fait. Il y en avait pas. Il y en avait pas. Alors, il y a pas de règle, hein, pour cette histoire d'équilibre, je pense. Mais, non, j'ai compris que j'avais cette fameuse fuite dans le travail, cette fameuse fuite dans l'intellectualisation, cette fameuse fuite tout court. Mmh. J'ai mis du temps à comprendre qu'en réalité, c'était un mécanisme de survie pour moi et que c'est quelque chose qui est dérégulé dans mon système nerveux et dans mon inconscient, qui croit que je suis toujours en danger quand je suis en famille. Donc OK. c'est un très, très gros sujet, mais voilà, d'avoir pris conscience de ça. Alors ça a l'air simple quand je le dis comme ça. En réalité, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est-à-dire qu'il y a une alarme qui s'allume dans mon cerveau et des mécanismes que je contrôle pas, des mécanismes de fuite. Donc l'entrepreneuriat a été le paradis pour ce mécanisme parce que tu as toujours une bonne raison de travailler. Mmh. Et donc j'ai passé 3 ans à travailler jour et nuit. Non mais sans mentir, hein, vraiment, sans même m'en rendre compte parce qu'en fait, je travaillais très, très tôt avec l'étranger, je finissais super tard, je travaillais tous les soirs, je travaillais le week-end, donc pas d'équilibre, rien et en total de moi et de ma famille et de Ouais. voilà et il y a un événement donc en 2024 qui m'a commencé à bien me faire comprendre qu'en fait, j'étais en train de faire de la merde et qu'en fait mais c'était pas possible de changer tant que j'allais pas à la racine du truc, quoi. Parce que changer, ça veut dire quoi? S'obliger à arrêter le boulot à 18 heures. C'est pas possible quand ton système nerveux, il est en insécurité et qu'il brûle. Tu peux pas, en fait. Je pouvais crever, en fait, de c'est terrible à dire, mais comme une toxicomane, en fait. Donc voilà, donc depuis 1 an, je m'occupe de moi, je suis accompagnée, je bosse vraiment très, très dur pour faire naître cet équilibre, mais pas juste parce que c'est bien qu'il existe, parce qu'il faut pour les enfants, mais aussi pour y trouver du plaisir et ça, c'était mon goal Ouais. absolu. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur l'équilibre. C'est work in progress plus, 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 mais je suis en bonne voie et le plus dur, ça a été d'ouvrir les yeux, en fait, parce que c'est trop facile. C'était hyper facile pendant 3 ans de dire: «Mais c'est pas de ma faute, mais j'ai pas le choix, c'est les clients, c'est machin, le truc», Non, voilà. après, moi, je trouve ça aussi courageux, encore une fois, que tu puisses le partager parce que ça concerne, je pense, beaucoup de monde. Moi y compris dans certains cycles, hein. Ça m'arrive, je prône, de dire que, la famille, c'est la valeur numéro un, mais factuellement, je suis, 6 jours sur 7 dans mon bureau, quoi. Bah, ouais. Donc c'est aussi la réalité de l'entrepreneur. C'est ça, il y a une réalité et puis il faut aussi s'enlever les doigts, tu as pas le choix, entrepreneur, ça se fait pas Mmh. comme ça. Mais toi, à quel moment tu arrives à faire le ménage là-dedans et te dire: «OK, là, arrête de te mentir à toi-même, tu vois bien qu'en fait, tu es en train d'aller prendre ta drogue, en fait». Tu Mmh. vois, il y a un truc. Et puis drogue, sous plein de d'aspects parce qu'à l'époque aussi, j'ai compris que, bah, en fait, je nourrissais un besoin de reconnaissance de dingue. Et donc le shoot de drogue, il était là aussi. Ouais. Quand tes clients, ils ont besoin de toi, quand, ça marche ce que tu fais, bah, ça, en fait, mon système nerveux, il kiffait. Il y allait à 300. Mmh. Donc voilà, l'épisode est sorti cette semaine. Justement, j'en ai parlé, très en détail, et j'en suis très contente, très, très fière dans, le podcast de La Loose de Clémentine Elise et ça me tenait à cœur justement d'en parler parce qu'on est nombreux dans ce cas-là et on croit que c'est une qualité, tu vois? Moi, pendant longtemps, j'ai été, admirée par des copines: «Oh là là, mais je sais pas comment tu fais pour faire tout ça!» Tu vois? Mode rouleau compresseur, je dors jamais. Ah pourtant, je suis narcoleptique, hein, mais quand je suis en phase, Mmh. bref, catastrophe et en réalité, non, c'est pas une qualité. C'est un pouvoir que j'ai, mais que je mettais au service ça m'a permis d'accomplir des grandes choses, mais à un moment, il faut être honnête avec soi-même, il faut regarder en face et voir qu'en fait, c'est un mécanisme et il faut aller le désamorcer, il faut aller bosser et là, ça commence à piquer la tronche. Bon, en tout cas, trop cool que tu aies pu, 1 en prendre conscience et 2 que justement tu aies un plan pour, Mmh. améliorer tout ça. Ouais. On va on va terminer sur des questions en vrai qui sont un peu plus, OK. de la vie Plus quotidienne, plus OK. «fun» entre guillemets. Plus fin c'est vrai que là, je t'ai cassé là. Je voulais finir sur une bonne note et au final, ma Bah non, tu question allé sur le sujet qui fait c'est pas possible d'aller sur une bonne note voilà. avec non, si, c'est quand même une bonne note parce que, bah, à partir du moment où tu sors du déni, il y a des trop belles choses qui se passent. Voilà, tu vois, Ouais, je bien te je sûr, te mets une note positive. c'est ça. Non, mais au plus, c'est une question, tu vois, si je la pose, c'est que
encore une fois, il y a un miroir aussi, tu vois? Ouais, C'est que si je la pose, c'est que c'est pas forcément anodin, c'est que derrière, il y a forcément des choses qui se passent de mon côté et mmh, potentiellement chez d'autres personnes. ouais, c'est sûr et tu sais qu'au moment où j'ai commencé à me prendre ça dans la gueule, c'est un truc de dingue comment j'ai attiré des clientes qui venaient avec la même problématique. Donc cet effet miroir là, il est la vie elle t'envoie, c'est trop bien. Ouais. Donc voilà. OK, du coup, les petites questions en vrac, c'est, 5-6 questions où tu réponds, de manière instinctive et sans jugement, sans justificatif. Voilà, c'est juste histoire OK, d'apprendre à te connaître. Alors, si tu prends un petit déj, tu plutôt salé ou sucré? salé. Ton film ou ta série préférée? Alors la série c'est Friends et le film, tu dis les 2. Le Ouais, vas-y. film c'est, Will Hunting avec Matt Damon. OK. Mmh. Mer ou montagne? Oh mer Matin ou soir? Soir. Tu préfères, lire un livre ou écouter un podcast? Ça dépend des périodes. Là, en ce moment. Lire. J'adore les podcasts, hein, mais lire parce que j'ai pour mémoriser, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de surligner, j'ai besoin de Thé ou café? Quand tu veux te détendre, sport ou canapé? canapé. Pas de jugement. Non, pas de jugement. Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Le silence. Tu es plutôt, organisé ou freestyle? Organisé. Et tu préfères 1 000 000 très organisé Ouais. et tu préfères 1 000 000 cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? Je me souviens qu'au mois de juin, elle m'avait bloqué Allez, cette Jet. question. Ouais, ouais et en fait, non, je reste sur ma position. 10 000 par mois, à vie. OK, Ouais. trop bien. On est sur la fin de l'épisode. Je suis content d'avoir pu, échanger avec toi. Moi aussi, je suis contente. Hem, on ne dira pas si l'épisode précédent était mieux que celui-là. Personne ne saura, mais en tout cas, moi, je suis, voilà, très content de, hem, d'avoir pu suivre aussi cette mini évolution entre juin et on est en novembre déjà. Donc ça montre que c'est toujours mouvant, en tout cas l'entrepreneuriat et puis même le côté, perso, donc ça, c'est cool. Je pose toujours une dernière question qui est: est-ce que toi, tu as envie de, partager quelque chose, de rebondir sur un truc qu'on a dit ou, voilà, aborder tout un autre sujet? Ah non, là, il y a rien qui me vient. Je crois qu'on a brassé déjà pas mal de choses. Si j'avais un dernier message à faire passer pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin de l'épisode et qui se seront reconnus dans certaines choses, hem, écoutez-vous. Vraiment, c'est mon message. Ça pique la tronche, donc si c'est pas le moment, bah, c'est pas le moment et il faut pas forcer. Mais les signaux, ils vont venir quand ce sera le moment et d'y aller, de devenir vraiment une priorité. Même si on n'a pas le temps d'aller chez le psy, c'est de trouver le temps. Même si on n'a pas la thune, c'est ça qui devient prioritaire. Choisir un bon thérapeute, bien sûr, mais se regarder en face et y aller. Parce que ça, c'est un cadeau de dingue. En tout cas, moi, j'ai vraiment senti que en 4 ans d'entrepreneuriat, j'ai énormément travaillé et si j'avais continué à rester dans le déni, j'aurais continué à cramer tout sur mon passage et faire des dégâts. Donc, allez-y, quand c'est le moment, quand les signaux arrivent, faites-vous ce cadeau. Voilà, voilà mon message. Trop bien. Ce sera le mot de la fin. Merci à toi. Je te Merci à souhaite, toi. tout le Merci beaucoup, meilleur et puis Tom. on mettra en description du coup les différents accès pour venir découvrir, ton univers. Génial. Eh ben, merci, c'était un grand plaisir. Merci pour ce bel espace que tu m'as offert. Merci à toi, à bientôt. Salut, Bye bye. bye.